Une erreur de débutant que je vois beaucoup trop souvent chez les nouveaux développeurs, PHP, JavaScript, Python, C#, ainsi de suite, c'est d'avoir un niveau en Git qui est beaucoup trop insuffisant pour bosser en entreprise. Et souvent, le moment où on s'en rend compte, il est un peu déjà trop tard. Soit on s'en rend compte pendant l'entretien et on n'arrive pas à répondre à toutes les questions de notre recruteur, soit on est en poste et on tombe sur un problème, un message d'erreur qu'on n'arrive pas du tout à comprendre et encore moins à résoudre, alors qu'il faut délivrer très rapidement. Et si tu crois qu'on va te laisser apprendre Git en poste, tu te trompes. On n'a pas le temps d'apprendre ça. Git est censé être un acquis pour n'importe quel développeur qui est opérationnel. Je vais donc te partager 5 grandes idées sur Git qui vont te permettre de mieux comprendre le niveau qu'on attend de toi sur Git en entreprise. Première idée, en entreprise, on utilise le Git de l'entreprise, pas le Git de la maison. Ce que j'appelle le Git de la maison, c'est Git add, Git commit, Git push. C'est tout. Le Git de l'entreprise, il va beaucoup plus loin. C'est le Git qui permet de travailler en équipe. Et du coup, quand tu connais que le Git de la maison et que tu arrives à l'entreprise et que on te demande le Git de l'entreprise, tu te mets à découvrir toutes ces nouvelles commandes qu'on doit utiliser dans toutes ces nouvelles situations que tu n'avais jamais vues avant. Et le temps que tu te rends compte, souvent il est déjà un peu trop tard parce que tu as raté la date de livraison. Et souvent, ça peut te coûter contrat. Et malheureusement, j'ai vu beaucoup trop de personnes se faire virer uniquement à cause de ça. Ils savaient très bien coder, mais ils ne savaient pas partager leur code et collaborer avec leur code au sein de l'équipe. Donc retiens vraiment, le Git de la maison, c'est insuffisant, c'est le Git de l'entreprise qui est important. Deuxièmement, en entreprise, on utilise les commits, beaucoup de commits. Un commit, de manière simple, c'est tout simplement une sauvegarde dans un jeu vidéo. Et une sauvegarde dans un jeu vidéo, t'en fais souvent. Et en entreprise, c'est exactement la même chose. Ton jeu, c'est le code. Et quand tu travailles le long de ta feature en codant plusieurs fois, il faut faire des sauvegardes successives au cas où. Ça ne te passerait pas par la tête de commencer une partie de Pokémon le lundi jusqu'à vendredi, d'avancer super loin, t'as fait 6 arènes et t'as pas sauvegardé une fois. C'est trop risqué. Eh bien c'est pareil, on fait des sauvegardes successives au cas où il n'y a plus de batterie dans la Game Boy, on veut revenir en arrière, tu vois, pour X raisons. C'est ça qui est important. Et bien les commits, c'est exactement la même chose. On fait des commits réguliers, on fait des sauvegardes régulières pour pouvoir revenir au commit précédent, sauvegarde précédente, en cas de pépin. Donc les commits, en entreprise, c'est un must, et si t'en fais pas assez quand tu es tout seul à la maison et que tu codes, fais-en beaucoup plus souvent, entraîne-toi à les faire, c'est vraiment une marque de développeur confirmée. Troisièmement, en entreprise, on utilise toujours des branches. Toujours. Les branches, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, une succession de commits. D'accord? C'est une version de ton commit. D'ailleurs, quand on parle de Git, le terme un peu technique, c'est de dire que Git, c'est un outil de versionning. Parce que tu peux créer plusieurs versions, plusieurs scénarios, plusieurs branches. C'est ça le terme technique. D'accord? Souvent, tu vas partir d'un tronc commun. En fait, c'est ta branche principale, souvent la main ou la master. Et à partir de là, lorsque tu veux créer des scénarios différents, tu vas créer des branches différentes. Et là-dessus, tu vas pouvoir placer tes commits, placer tes sauvegardes. Un cas pratique en entreprise qui va te montrer vraiment à quel point c'est indispensable de savoir maîtriser les branches avec Git en entreprise, c'est ce qui consiste à avoir une page, par exemple, une navbar, un body et un footer. Admettons qu'on a deux développeurs, développeur A et développeur B, qui travaillent sur deux features différentes. Et ces deux features-là, il faut intervenir une partie du body et la navbar pour le développeur A, et une partie du body et le footer pour le développeur B. Tu vois bien qu'à ce moment-là, s'il commence à coder en même temps sur cette partie-là, il va y avoir un conflit. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir en fait de cette page-là, qui est déjà existante, et créer deux scénarios, deux branches séparées, pour que chacun puisse travailler dessus, de son côté, sans qu'il y ait de disputes ou de conflits sur les mêmes parties du code au moment où ils sont en train de bosser. Et ensuite, ils feront pour rassembler, pour réconcilier, pour ensuite mutualiser ces deux versions de code sur le tronc commun, la branche principale, qu'on appelle la main ou la master. Et à ce moment-là, on pourra avoir soit des conflits, soit pas de conflits, et c'est justement le sujet de la prochaine section, c'est gérer les conflits de merge en entreprise. Quatrièmement, en entreprise, on gère les conflits de merge avec confiance. On les appelle aussi les merge conflicts en anglais. Alors les merge conflicts, c'est probablement ce qui fait le plus peur aux débutants. Lorsque tu vois un message rouge et orange qui apparaît juste ici et que le message il est complètement incompréhensible parce qu'il y a beaucoup de termes techniques qui apparaissent, il y a des noms de branches, des noms de commits qui apparaissent, tu ne comprends pas du tout ce que c'est, forcément tu as peur. Quand ça arrive, il faut savoir les corriger de manière très simple. Souvent lorsqu'on découvre ça ou qu'on redécouvre ça en poste, en entreprise, il est déjà un peu trop tard parce qu'on a peur de faire tel ou tel move pour essayer de résoudre le problème, pour faire disparaître l'erreur. Et souvent, on va appeler quelqu'un. Et quand on appelle quelqu'un, c'est peut-être
probablement la 20e fois de la journée qu'on le fait et on va pas oser le faire. On va essayer de trouver par nos propres moyens. Du coup, on ralentit la livraison, le temps de livraison de la feature et là, c'est là que ça va commencer à lever des suspicions sur notre légitimité à bosser en tant que développeur. C'est ça qui crée en fait le syndrome de l'imposteur. C'est parce qu'on n'a pas fait ce travail-là auparavant, tout seul à la maison. Et c'est normal parce que tu n'es jamais amené à le faire lorsque tu travailles tout seul. Si tu veux que je te fasse une explication plus détaillée sur les merge conflicts, dis-le moi en commentaire. Si j'ai suffisamment de demandes, bah là je ferai une vidéo. Cinquièmement, en entreprise, on gère des cas complexes dans la pratique, pas en théorie. C'est pas parce que tu connais les définitions ou les utilisations de telle commande de Git que tu vas forcément savoir comment l'utiliser en pratique quand le problème se pose devant toi. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas être en poste, tu vas voir tel message d'erreur, tu te doutes que c'est peut-être telle commande qui va résoudre ce problème-là, mais dans la pratique, tu vas pas oser le faire parce que tu l'as jamais fait avant. Quand c'est comme ça, souvent, tu vas avoir envie d'appeler à l'aide à côté. Et souvent, ça marche au début, mais au bout d'un moment, tu auras du mal à demander de l'aide parce que tu auras peur de passer pour un imposteur. Donc du coup, pareil, là, tu auras tendance à ralentir en fait ta cadence, ralentir ta vitesse de livraison, alors que tu codes très bien. Hein, et c'est juste que là, tu tombes sur un problème Git et tu sais pas le résoudre. C'est un cas complexe. Par cas complexe, j'entends aussi savoir manipuler les commits, manipuler les branches, faire déplacer des commits d'une branche à une autre, fusionner les branches, les casser entre elles, en créer d'autres. C'est toute cette situation complexe qu'il va falloir apprendre à savoir maîtriser avec le guide de l'entreprise. Et ça, encore une fois, en entreprise, on n'a pas le temps de t'apprendre ça. Tu es censé déjà le connaître si on t'a recruté à un niveau confirmé. Si tu veux aller plus loin et avoir d'autres conseils sur ce qu'il faut savoir pour être prêt à être recruté entreprise en tant que développeur, n'hésite pas à t'inscrire dans la newsletter. Dedans, je partage des conseils que je partage nulle part ailleurs. Donc n'hésite pas à t'y inscrire. Alors si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Moi, ça montre que mon travail est plutôt bien apprécié et ça m'encourage à en créer beaucoup d'autres. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'ai lu tous les commentaires et s'il y a besoin, je créerai même d'autres vidéos qui répondront directement à ces questions-là. Donc n'hésite pas à poser tes questions. À la prochaine vidéo.